et voir dans quelle mesure nous pouvons être un autre bras qui puisse vous aider à évoluer. Déterminé à impulser aussi bien le génie créateur que la capacité managériale des Congolais, le ministre de l'Industrie se veut très optimiste. Nous avons trouvé donc des axes de collaboration, partenariat public-privé que nous allons inaugurer. Nous allons travailler avec nos amis du groupe Bissou pour pousser encore plus loin cette campagne d'éveil de la conscience patriotique, économique en République démocratique du Congo. On dit que les grands esprits se rencontrent et il y a une totale convergence entre les visées qui sont les nôtres dans cette campagne et la vision fondatrice du groupe Bissou. Donc à partir de là, en tant que ministre de l'Industrie, nous avons marqué notre accord pour ouvrir et inaugurer ce partenariat qui, je suis convaincu, va fortement contribuer à enraciner cette nouvelle vision que nous voulons imprégner dans l'esprit de chaque Congolais. Signalons que pour 2015, Bissou fait de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes le grand centre d'intérêt de sa campagne. Je voulais annoncer à l'ouverture de cette édition d'actualité, le chef d'état-major général des FARDC, Didier Toumba, vient de lancer solennellement des opérations militaires contre les éléments FDLR par différents tracts jetés dans la ville dans le cadre des opérations Soukola 1. Je vous le rappelle, le délai accordé à ces rebelles hutus-rwandais a expiré depuis le 2 janvier dernier. Il faut donc passer à l'attaque. L'armée congolaise sera appuyée tactiquement et logistiquement par la force onusienne en République démocratique du Congo. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Eric Asmoussi. Lancement solennel ce jeudi à Béni, dans les grands nord de la province du Nord Kivu, des opérations militaires contre les FDLR. C'est le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui a lancé ces opérations attendues par la population. Dans ces opérations purement FARDC, la MONUSCO ne va qu'apporter certains appuis logistiques et tactiques. Cette frappe contre les FDLR s'inscrit dans le cadre de l'opération Soukola, lancée à l'est du pays contre les groupes armés étrangers, nationaux et locaux. Pour le chef d'état-major général des FARDC, Didier Toumba, les délais accordés aux FDLR étaient suffisants et qui n'ont pas droit à un seul prétexte. Cet officier supérieur a ajouté également que les forces armées de la République démocratique du Congo combattront jusqu'au bout les rebelles FDLR au regard de leurs actes terroristes posés envers la population qui est victime de ces actes. Cette opération lancée vise aussi d'autres groupes armés, a-t-il indiqué. La MONUSCO apportera un soutien tactique et logistique, indique les commandants des forces de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz, qui a pris part à ces points de presse. Notons que le lancement a été fait à l'état-major général d'opération Soukola à Béni, en présence de plusieurs officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Et au ministère des Pétés Antiques, le vice-premier ministre Thomas Louaka a accordé tour à tour une audience d'abord à une délégation de la coopération japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, puis c'était au tour du président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Avec ses hôtes, il a échangé sur la redynamisation du secteur sous tutelle. La journée n'a pas été de tout repos pour le vice-premier ministre chargé des postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication Thomas Louaka, qui a accordé une série d'audiences dans son cabinet de travail ce jeudi 29 janvier. Il a d'abord reçu la délégation de la coopération japonaise, la JICA, conduite par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Au menu de leur entretien, un grand projet sur la télédétection avec l'expertise japonaise. On est venu ici de expliquer encore une fois leur cadre de coopération en ce qui concerne télédétection. Et en plus, le gouvernement japonais a plutôt intention d'appliquer les coopérations télédétection en détail, quel domaine, etc. Ensuite, c'était le tour de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, ARPTC. Avec son président, le ministre a fait le tour d'horizon de la régulation du secteur. Principalement ici, comme vous le savez, son Excellence venait de prendre les fonctions il n'y a pas très longtemps. Nous sommes venus présenter l'invitation afin qu'il visite
l'autorité de régulation de manière à s'imprégner des réalités, des conditions dans lesquelles nous travaillons sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan humain, ainsi que la feuille de route qui nous permet de piloter le secteur. À l'issue de ces échanges, Thomas Louaka avec son vice-ministre Enoch Rouberangabo ont promis de faire un tour d'inspection dans les installations de l'ARPTC et ses rouages. Allez, venons-en à présent à cette affaire. Je voulais annoncer, les dispositions seront très bientôt prises pour mettre fin au dérapage enregistré dans le chef des présentateurs Lushima Djaté de la RTNC 1 et Eliezer Tamboué, présentateur de l'émission Tokomi Wapi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a examiné ces différents dossiers lors de son assemblée plénière tenue ce jeudi. Cet organe de régulation s'est également penché sur l'affaire des médias fermés. Guylain Kamalouti pour plus de détails. La matière était abondante et les débats houleux. Lors de son assemblée plénière, le CESAC a examiné plusieurs cas de dérapage enregistrés dans certains médias congolais, au premier rang desquels le média public, la RTNC 1. Nous avons décidé d'adresser à la RTNC une observation par rapport à cette question des dérapages, des manques de retenue, des manques de professionnalisme dans le chef de Lushima Djaté et de voir éventuellement plus tard quelles sont les dispositions que nous pourrons prendre. Autre acteur indexé, mais cette fois dans un média privé, c'est Eliezer Tamboué. La plénière a décidé d'adresser encore une fois des invitations à Eliezer pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense et surtout lui rappeler que le moratoire que le Conseil lui avait donné en ce qui concerne le cahier de charge de son émission est largement dépassé. Même le deuxième moratoire, il n'a pas déposé son cahier de charges et que le Conseil prendra les dispositions qui s'imposent dans une autre assemblée plénière. S'agissant de la coupure des signaux d'un média à Beni et des deux autres à Kinshasa, le CESAC privilégie la voie du dialogue. Nous sommes en discussion avec d'autres autorités du pays pour voir comment nous pouvons trouver une solution par rapport aux médias qui restent encore fermés. L'organe régulateur a cependant fait remarquer que ces dossiers sont des cas ouverts. Des décisions finales devront être prises lors de la prochaine assemblée plénière. Dans un tout autre registre, ils sont des milliers d'hôpitaux à produire des déchets tant organiques que non organiques. Et cependant, un certain nombre de questions méritent d'être posées. Où vont-ils et comment ces hôpitaux les gèrent-ils? Cette problématique du mois a fait l'objet d'un séminaire organisé ce jeudi à l'intention du personnel soignant de la ville de Kinshasa, session de formation organisée par le Centre de formation et d'appui sanitaire en partenariat avec le Centre hospitalier mongolais. Cédric Ibondo pour plus de détails. L'hôpital est responsable d'activités de soins permettant de protéger la santé, de guérir les patients et sauver de vies. Pourtant, ces activités produisent également des déchets. Près de 20% de ce dernier représente un risque infectieux toxique, traumatique ou radioactif. Pour sécuriser les professionnels de santé, la nécessité demeure de développer les mécanismes de gestion à la hauteur du danger. Une problématique faisant objet de ce séminaire. La responsabilité revient à chacun. La santé de chaque personne n'a pas de prix. Et pour pouvoir mettre sur pied des mécanismes de sécurité personnelle, il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui les fasse, que ce soit le gouvernement qui les fasse. Par exemple, si pour soigner les lavages de mains quand on utilise un produit toxique, pour avoir de l'eau, il ne faut pas nécessairement attendre qu'il y ait l'eau de la régie des eaux qui coule. On peut avoir dans l'institution de l'eau que l'on réserve et que l'on utilise de façon coulante. Une matière diversifiée qui a permis aux participants d'éliminer certaines zones d'ombre. Je suis premièrement très ravi par rapport d'abord au thème et au contenu aussi, n'est-ce pas, du séminaire. Souvent, nous négligeons cet aspect. Quels sont les risques que nous pouvons, n'est-ce pas, courir étant professionnels de la santé, n'est-ce pas, les risques liés à l'incendie si on ne connaît pas comment classer les produits chimiques. Si on ne connaît pas comment le stocker, on peut avoir aussi des incendies dans nos structures. Cette session de formation continuelle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui pluridimensionnel visant à améliorer les capacités laborantines dans près de 4 provinces de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la biosécurité, c'est un élément important pour les personnels soignants. Parce qu'il y a l'environnement, il y a le personnel soignant lui-même. Donc on a appuyé en matériel
Et ils doivent apprendre aussi comment utiliser ces matériels, comment se sécuriser eux-mêmes. La prochaine étape va s'apaisantir sur le contrôle de qualité pour s'assurer de la mise en pratique des différentes matières apprises par les participants. Reprise de feuilleton judiciaire Wivine Moleka, Vital Kamere, mais cette fois-ci devant la Cour suprême de justice et non au tribunal de grande instance de la Gombe. Depuis ce mercredi, la députée PPRD accuse le leader de l'UNC d'imputations dommageables pour l'avoir qualifiée, je cite, de tricheuse lors de législative du 28 novembre 2011. Fin de citation. C'est désormais à la Cour suprême de justice que sera traitée l'affaire Wivine Moleka contre Vital Kamere. Après le tribunal de grande instance de la Gombe, la Cour suprême de justice a appelé les deux parties à l'audience publique du 26 février 2015. Les deux causes ont été prises en délibéré pour arrêt à intervenir à l'audience publique du mercredi 28 février 2015. Saisie de cette décision de la Cour suprême de justice, la partie défenderesse représentée par Maître Mukendi attend pour ce faire une notification de sa part. Nous avons donc estimé que la Cour suprême devait corriger cette erreur de droit en ce qu'on a jugé une personne alors que le tribunal n'était pas valablement saisi. Pendant que M. Kamere a fait cette requête pour corriger un vice de procédure, le procureur général de la République, se saisissant du dossier, a fait une autre requête, cette fois-ci non pas pour corriger l'erreur, le vice de procédure, en quelque sorte entériner le vice de procédure, mais demander que les décisions soient cassées pour que Kamere soit jugé directement devant la Cour suprême de justice en premier et dernier ressort. C'est l'arrêt que la Cour suprême vient de rendre pour le moment. Nous attendons la notification de cette décision. Bien qu'étant absente à l'audience d'ouverture à la Cour suprême de justice, la partie demanderesse entend se référer elle aussi aux décisions de la Cour suprême de justice. Les décisions, parce qu'il y en a deux qui ont été rendues par la Cour suprême de justice. Bon, pour nous, ce sont les décisions de justice, on va s'incliner, mais néanmoins, nous avons estimé qu'on devait rentrer devant le tribunal, soit de grande instance, soit le tribunal de paix. Maintenant que la Cour a rendu sa décision, donc elle va cette fois-ci statuer en premier et dernier ressort. Les recours, il a demandé à ce que la Cour suprême de justice annule la décision du tribunal de grande instance. Selon lui, les juges de grande instance n'avaient pas bien dit les droits. La Cour a reçu son pourvoi, mais a déclaré son pourvoi non fondé, puisque on ne peut pas faire un recours contre une décision préparatoire. Dans les recours du procureur général de la République, de l'injonction du ministre de la Justice, la Cour suprême de justice a estimé que les moyens évoqués par le procureur général de la République pour que l'affaire soit renvoyée devant la section judiciaire est fondé, puisqu'il y avait qu'un moyen unique. C'est pour cette raison-là, toute section réunie, qu'on appelle PCR, a renvoyé les dossiers devant la section judiciaire. La prochaine étape de cette affaire qui oppose Vital Kamere à Wivine Moleka sera connue à l'issue de l'audience publique prévue le 28 février 2015. Et dans le secteur des transports, l'Union des pilotes du Congo, UNPECO, a rencontré le ministre en charge du transport aérien, Justin Kalumba, pour échanger sur les mécanismes de mise sur pied de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways. Et les pilotes congolais pensent apporter leur expertise au service de l'aviation congolaise. Autour de cette table des réunions, le ministre de Transport et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, et l'Union nationale des pilotes du Congo. Les professionnels des airs ont tenu à échanger avec l'autorité des tutelles sur la création de la nouvelle compagnie aérienne 100% congolaise, Congo Airways. Le chef de la délégation des pilotes congolais circonscrit ici l'importance de la dite réunion. Nous avons été agréablement surpris. Le ministre a accepté que l'Union nationale des pilotes du Congo ait un délégué dans le comité de pilotage du projet Congo Airways. Il y aura une assistance étrangère dans un premier temps, lorsqu'ils auront fini d'entraîner et d'encadrer les Congolais. Et ensuite, les fils et les filles de ces pays prendront la relève. Donc, comme le ministre l'a expliqué, c'est une compagnie nationale congolaise et en priorité, ce sera la main-d'œuvre congolaise. Et nous étions en train de discuter avec les directeurs de l'aviation civile pour mettre en place certains mécanismes
pour protéger la main-d'œuvre congolaise. Il y a certains pilotes congolais qui sont au chômage et nous allons travailler en partenariat avec l'autorité de l'aviation civile et le gouvernement pour trouver des solutions. À l'issue de cette rencontre aussi importante à en croire les conviés, la mise au point sur la participation de l'UNPECO dans le comité de pilotage pour la mise sur pied de Congo Airways a été satisfaisante. Le ministre qui gère le secteur de transport aérien se dit prêt à recourir à l'expertise congolaise en la matière pour la réussite de ce grand projet déjà en cours d'exécution. Le chef de délégation va présenter. Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit ce soir pour vous le docteur Josué Boulungu, qui est donc le chargé des programmes managers de la Fondation Pandi. Vous avez tout de suite compris que nous parlerons de l'hôpital Pandi. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors avec vous, nous allons parler évidemment de l'hôpital Pandi qui se retrouve, je rappelle à nos téléspectateurs, dans la province de Bukavu. Nous sommes là, dans la province du Sud-Kivu, dans la ville de Bukavu. Est-ce que vous pouvez nous présenter quand même cet hôpital qui est connu aujourd'hui mondialement? Oui, effectivement, l'hôpital de Panzi, il a actuellement une renommée internationale. En fait, pour la petite histoire, c'est que l'hôpital général de référence de Panzi, c'est un hôpital qui a commencé en 1999 avec Dr Denis Mukwege, qui est pratiquement le fondateur de l'hôpital. Il faudra le dire, parce qu'il y a quand même une controverse, on raconte que ce n'est pas lui le fondateur. Oh, c'est pour cela qu'il faut bien confirmer cela. Voilà. C'est lui qui a commencé l'hôpital à zéro. Il a commencé l'hôpital, c'était après tout ce qu'il y a eu comme, n'est-ce pas, perturbation à l'hôpital de Lemera où il était médecin directeur. Et puis, lorsqu'ils se sont réfugiés vers Bukavu, il a commencé un nouveau hôpital. 1999. Cet hôpital, 1999. Et l'hôpital, il n'a pas voulu lui donner son propre nom. Lui-même faisant partie de l'église pentecôtiste de l'Afrique centrale, appelée en sigle 8e CEPAC. Il a préféré mettre l'hôpital sous le label de l'église, qu'il appartient, lui-même étant aussi un pasteur. Donc c'est ainsi que l'église a évolué sous son égide. Il est le médecin directeur de l'hôpital depuis lors jusqu'à ces jours. C'est par sa main, c'est par ses contacts et ses différentes, disons, recherches et différents moyens il est parvenu à amener l'hôpital général de référence de Panzi actuellement au niveau où il est. À l'échelle où il en est aujourd'hui. Alors justement, on le sait, 16 ans donc d'activité. Ouais. On le sait, l'hôpital est spécialisé dans la prise en charge des femmes violées. Comment est-ce que concrètement vous fonctionnez? Comment se passe cette prise en charge? Oui, en fait, avant de parler de la prise en charge elle-même, des violences sexuelles et violences basées sur les genres, il faut dire que d'abord c'est un hôpital, comme tout autre hôpital, général de référence, c'est-à-dire un hôpital public agréé par le gouvernement et qui offre les différents types de services, donc la médecine générale, y compris la médecine spécialisée dans la chirurgie, la gynéco-obstétrique, la médecine interne et la pédiatrie. À côté de cela, il y a des services connexes comme tous les services de dermatologie, ophtalmologie et j'en passe. Maintenant, à cela s'ajoute maintenant cette spécialité de prise en charge des violences sexuelles basées sur les genres, particulièrement les viols, avec tout ce qu'il y a eu comme viol utilisé comme arme de guerre, où il y a des mutilations de l'appareil génital. Il parvient à réparer les femmes. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Voilà. Mais à côté de cela, il faut parler aussi d'une autre spécialité qui va de pair avec cette spécialité de la réparation pratiquement de tout ce qu'il y a comme conséquence des viols. Il y a aussi une grande spécialité qui s'est faite au niveau de l'hôpital général de Panzi, toujours avec le docteur Mukwege, c'est la réparation des fistules. Les fistules qui est pratiquement une communication entre l'appareil génital féminin, soit avec la vessie, ça fait que les urines passent par l'appareil génital, ou alors la communication avec le rectum. Et là, c'est les matières fécales qui passent par l'appareil génital. Il parvient à réparer ces maladies qu'on retrouve un peu répandues un peu partout au niveau du pays, comme dans les pays étrangers également. Alors, quelle est l'approche justement que l'hôpital, le docteur Mukwege ou évidemment les personnes appropriées, quelle est l'approche que vous utilisez pour justement aborder ces femmes qui subissent des violences sexuelles? Oui, l'approche, elle est appelée une approche holistique. Holistique pour dire que c'est une prise en charge globale qui inclut tous les aspects qui peuvent permettre à ce qu'une femme violée peut revenir à une vie normale après le rétablissement. Ça inclut quoi? Ça inclut la prise en charge médicale, le traitement médical, il y a les traitements
psychologique ou psychosocial. Et là, il y a toutes les compétences possibles allant des assistants psychosociaux jusqu'au niveau des psychologues de formation, même des professeurs en psychologie qui viennent assister pratiquement les femmes. Et la troisième composante de cette prise en charge, c'est la prise en charge socio-économique ou réinsertion socio-économique. Ça permet à ce que les femmes qui jadis rejetées par la communauté, puissent quand même être capables à faire quelque chose d'important dans la communauté, être acceptées, à se sentir aussi à l'aise parmi les autres. Donc c'est une réinsertion socio-économique. Il y a les métiers qui sont, pour lesquels les femmes sont formées, il y a les femmes non alphabétisées sont alphabétisées et parviennent à faire ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus pour eux-mêmes. Et la dernière composante, qui est la quatrième composante, il s'agit d'une assistance juridique. Une prise en charge pratiquement juridique, mais aussi une assistance judiciaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que pour des problèmes bénins, nous avons des juristes, des avocats qui aident les femmes à se rétablir, à connaître leurs droits, et aussi on fait de la médiation familiale, le règlement des conflits. Et par-dessus cela, oui, par-dessus cela, donc, pour des cas patents où c'est une violation des droits de l'homme, on assiste la femme à amener son bourreau en justice pour retenir compte des causes afin qu'elle soit rétablie dans ses droits. Voilà un peu ce que la fondation ou l'hôpital de Panzi fait. Très bien, puisque vous l'abordez déjà, il faudra dire qu'à côté de l'hôpital, il y a également la fondation Panzi. Parlons un tout petit peu dans quel secteur justement, quel secteur d'action justement de la fondation. Oui, tout à fait. Comme l'hôpital, c'est un hôpital général de référence, ça a des limites géographiques. Et les limites géographiques, c'est pratiquement la zone de santé de Ibanda, qui est une des 3 zones de santé qu'on trouve dans la ville de Bukavu. Alors, comme la zone de santé, l'hôpital étant dans la zone de santé ne peut pas aller au-delà, la Fondation Panzi fait maintenant tout ce qui est au-delà de la zone de santé. De un, la Fondation Panzi apporte l'appui au niveau de l'hôpital général de référence de Panzi pour permettre à ce que tout cet arsenal de prise en charge puisse être bien fait, mais aussi la Fondation Panzi va maintenant au-delà, dans les autres zones de santé de la province du Sud Kivu, mais aussi dans d'autres provinces. Ici, je cite, par exemple, nous avons des actions avec la Fondation Panzi dans le Dékassai, nous avons des actions avec la Fondation Panzi au niveau de la province orientale, au niveau de la province du Nord Kivu, Sud Kivu, et la province de Maniema, les deux parties du Katanga, Katanga Nord, Katanga Sud, en Équateur, partout là, la Fondation Panzi passe pour chercher tout cela qui serait victime spécialement de la fistule, pour prendre en charge. Une prise en charge, intégrale, comme vous l'avez expliqué. Là, c'est la prise en charge. Tout à l'heure. C'est une prise en charge qui est accompagnée par des formations. On forme les médecins dans leurs hôpitaux pour une prise en charge pratiquement des cas bénins, c'est-à-dire des cas simples. Et puis les cas compliqués sont transférés ou sont référés à l'hôpital de Panzi où il y a la grande spécialisation pour prise en charge. Pour une parenthèse, il faut dire que dans ces domaines-là de la réparation de fistules, le docteur Denis Mukwege est parvenu à mettre en place une classification qui n'a jamais existé et qui est maintenant en train d'être enseignée un peu partout au monde par rapport à comment classifier les fistules. Et cela, que ce soit pour l'enfant comme pour l'adulte, et une classification qui conduit vers un traitement et la prise de décision. Est-ce que ce cas peut être traité par un généraliste ou pas? Très bien, on comprend tout de suite que la vision du docteur Mukwege va de loin, il faudra le dire, hein, on va chuter par là. Il a obtenu aujourd'hui plusieurs prix au niveau mondial, mais également, même les chefs traditionnels aujourd'hui le décernent quelques prix. Effectivement. Il y a des chefs traditionnels de plusieurs coins, des chefs coutumiers qui viennent régulièrement, reconnaissant le travail qu'il a fait. Pratiquement, pour certains coins, une femme avec fistule était considérée comme une femme pratiquement maudite ou sorcière. Et maintenant, lorsqu'on éradique ces problèmes, ces femmes sont acceptées, on dit non, ça c'est un exploit, il faut aller remercier. Voilà, et un travail aujourd'hui loué. Docteur Josué Iboulongo, je rappelle que vous êtes le chargé des programmes, donc le manager de la Fondation Panzi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.
Voilà, notez également que le docteur Mukwege est dans la course pour obtenir le prix Nobel de la paix 2015. Nous allons rester dans cette partie du pays pour parler cette fois-ci du président de l'Assemblée provinciale qui a effectué une descente d'inspection dans le territoire d'Ouvira. Question donc de se rendre compte des préparatifs de l'examen d'État édition 2014-2015. Une visite qui s'explique, il faudra le dire, par le fait que des irrégularités auraient été constatées dans l'organisation de cette épreuve des finalistes du secondaire. La correspondance avec Amani Joseph. Cette délégation du gouvernement provincial Sud-Kivu, composée de députés provinciaux, elle est conduite par le président de l'Assemblée provinciale, Émile Balek Kadoudou. La délégation est arrivée depuis hier à Ouvira. L'objectif est d'enquêter sur la situation de 1436 élèves finalistes de l'école secondaire débarqués sur les listes des candidats à l'examen d'État édition 2015. Au motif, leur dossier scolaire était plein d'irrégularités. Selon l'administrateur du territoire d'Ouvira, Samuel Lunganga, une séance de travail entre les députés provinciaux, les chefs d'établissement et les inspecteurs itinéraires devrait permettre de dégager la responsabilité de ces irrégularités. Interroger la ministre provinciale de l'électricité Bernadette Massafati invite les élèves d'Ouvira à la retenir en attendant que leur situation soit décantée. Sa réaction intervient quelques jours après une marche pacifique organisée par ces élèves à Ouvira. Bernadette Massouka en profite pour mettre en garde d'autres élèves qui mettent leur avenir en danger en fabriquant les fausses documents pour monter la salle. On présente à Bukavu pour la circonstance, le préfet de l'Institut Nouro d'Ouvira appelle ses collègues au dialogue avec l'autorité provinciale. Léopold Walumona pense que le dialogue avec les autorités de l'enseignement en province peut résoudre les problèmes. Fin de cette édition, je vous retrouve demain. Nestlé, good food, good life. Quand vous entendez le mot nutrition, le concept nutrition, qu'est-ce qui vous vient en tête? Bon, ce qui me vient en tête, c'est la façon de s'alimenter pour avoir une meilleure santé. C'est avoir un corps sain, en fait, si je peux dire. En un seul mot. Quand une personne mange bien, il est en bonne santé. Et on voit les aliments que nous consommons. Nutrition. Un concept qui en dit long sur la bonne croissance de l'enfant et l'influence physique de l'homme. Un enfant, dès la naissance, qui ne se nourrit pas bien, est exposé à développer des maladies parce que son immunité n'est pas assez développée pour faire face aux maladies. Nutrition. Le concept suscite donc intérêt et interpelle en même temps au regard des résultats alarmants de certaines enquêtes menées sur l'état nutritionnel des Congolais. Il faut que l'opinion sache que la construction d'un État, c'est l'affaire de tous. Je pense qu'il faut encourager les hommes et les femmes, les entreprises comme Nestlé, qui, au-delà des affaires, s'engagent dans des actions d'accompagnement, des actions de développement prônées ou menées par le gouvernement. Développement. Le mot est bien placé et pour y parvenir, la nécessité d'un débat, d'une profonde réflexion assortie des engagements concrets pour un réel changement au sujet de la nutrition s'impose. Nestlé Congo, sous les hauts patronages de la primature, a travaillé pour réunir experts, spécialistes, décideurs politiques, médecins, chercheurs et quelques personnalités. Des échanges enrichissants, des discussions vives, axées sur l'impact et les bénéfices d'une bonne nutrition. Les agents de Nestlé y ont également participé. Le concept de la nutrition qui hier paraissait un fait isolé, aujourd'hui paraît principal, central, dans toute la vision qu'on a pour avoir un monde émergent, un pays émergent. Ça passe par le capital humain et donc, aujourd'hui, on doit comprendre, nous voulons aller vers l'émergence, nous devons investir dans la nutrition. Investir dans la nutrition, Nestlé Congo y veille au grain. Pour la firme, la nutrition demeure l'un des meilleurs investissements pour le développement et la bonne santé des populations d'un pays. La meilleure stratégie pour avoir une responsabilité sociétale, ce n'est pas de faire de la philanthropie, ce qui signifie aller donner et sans rien attendre en retour, mais plutôt créer de la valeur pour les communautés dans lesquelles nous travaillons. Ici, par exemple, au niveau du Congo, nous avons lancé, il y a un moment, le projet Healthy Kids.
Le projet Elfi qui consiste à aller dans les différentes écoles que nous avons, enseigner aux enseignants qui se chargeront d'enseigner aux élèves les bonnes pratiques de la nutrition. La bonne alimentation passe par des bons produits et une bonne nourriture, et l'équilibre alimentaire s'effondre sur une bonne nutrition. Soutenir une bonne nutrition en République démocratique du Congo, c'est dorénavant le